Bienvenue sur leur FM 100.9, une musique que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter à cette heure-ci, puisqu'on retrouve Rendez-vous avec donc dans la campagne des élections législatives, et pour passer un maximum de candidates et candidats, ce jour à 13h, une émission un petit peu particulière, un Rendez-vous avec particulier, Gilles, puisque nous partons dans la 3e circonscription de la Loire. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bienvenue dans Rendez-vous avec. Et effectivement, on a de la chance avec ces élections législatives, on voyage dans toute la Loire. Et aujourd'hui, on s'arrête dans la 3e circonscription avec une candidate qu'on a le plaisir de recevoir. Il s'agit de Valéria Faure-Muntian. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, quelle est pas la surface, mais quelle est la circonscription? Elle part de où à où? Alors, la 3e circonscription de la Loire compte 31 communes qui va de la Fouillouse à Dargoire, en passant par Saint-Chamond, Rive-de-Gier, toute la vallée, et en diagonale de Marsonneau à Val-Fleury. Ce qui veut dire qu'il y a des villes et puis il y a aussi des campagnes. Tout à fait. Donc, elle est très hétéroclite, que ce soit en termes géographiques ou en termes de population. Donc il y a vraiment une population diverse. Tout à fait, absolument. Est-ce qu'au contact des gens que vous avez rencontrés, vous vous êtes rendu compte justement de cette diversité? Absolument. Entre le marché de Saint-Chamond et le marché de la Talaudière, ou encore celui de Saint-Théan, on n'a pas du tout les mêmes contacts. Rive-de-Gier ou la visite de la commune de Tartaras, on n'a pas du tout les mêmes problématiques et les mêmes questions. Et justement, quand les gens ils vous rencontrent, ils dialoguent avec vous, est-ce que suivant les lieux, ils ont des questions ou des préoccupations qui sont différentes? Tout à fait. Sur la partie fond de vallée, nous avons la préoccupation de l'emploi qui ressort en premier. Sur le pourtour stéphanois, les problématiques sont pas les mêmes. C'est plus des cités dortoirs avec une population vieillissante qui se pose la question de la dépendance, par exemple. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de politique concrète, on a envie de vous connaître un peu plus. Qui est Valéria Faure-Muntian? Vous m'avez dit de bien le prononcer à la russe. Hein. Alors, je suis maman, mariée, j'ai 32 ans, je suis chargée de clientèle en assurance. Effectivement, je suis d'origine ukrainienne. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ma personne. Est-ce qu'on se sent aujourd'hui totalement française ou on a encore un peu cette... Non, je me sens totalement française et absolument française. J'ai une reconnaissance énorme envers le pays qui m'a accueillie, qui m'a donné la possibilité d'être là où je suis aujourd'hui. Vous n'avez pas gardé un peu de votre culture originale? Je ne renie pas ce que je suis, ni ma famille, ni mes origines. Cependant, arrivé à 14 ans, on se construit à l'adolescence. Et donc, je me suis construite en France, avec la culture française et avec la République française. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à la politique et à la vie politicienne? Alors, justement, moi, je viens d'un pays où j'ai connu le parti unique à l'époque de l'ex-URSS. Donc, arrivé en France, dès que je comprenais un petit peu plus la langue, je regardais le journal et je me suis rendu compte du débat républicain et démocratique. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant. Dès que j'ai eu la possibilité de voter, je me suis tout de suite intéressée aux différents partis, aux différentes propositions. Par contre, je trouvais pas la totalité de mes idées reflétées dans un parti ou dans l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que vous vous êtes engagé concrètement en vous présentant pour être député de la 3e circonscription? Tout d'abord, j'ai suivi l'évolution d'Emmanuel Macron au gouvernement. Parce qu'il m'intéressait autant que personne par rapport à ses idées et par rapport à son franc-parler. Quand il n'était pas d'accord avec le gouvernement, il n'hésitait pas à le dire. Je me suis engagée dans le mouvement En Marche sur la Loire à peu près dès sa création. J'ai co-animé Dites-moi, vous aider. J'ai co-animé le comité de Sorbier, Oui. puis j'ai pris quelques responsabilités au niveau départemental pour notamment la mobilisation de la 3e circonscription et la gestion des bureaux de vote, parce que c'était pas évident de trouver les assesseurs étant un mouvement très jeune, surtout composé de personnes qui ne se sont jamais intéressées à la politique auparavant. Justement, c'est un nouveau mouvement, vous venez de dire, qui est tout neuf. Comment ça s'est créé? Comment ça a démarré dans la Loire? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu
le parcours de ce mouvement dans la Loire? Alors dans la Loire particulièrement, comme sur la France entière d'ailleurs, c'est les jeunes avec Macron qui ont démarré le travail. Ensuite, nous, on s'était organisé effectivement en comités locaux sous la responsabilité d'un référent départemental qui faisait le lien entre Paris et nous. Les comités locaux, vous en trouvez un petit peu partout. Sur la 3e circonscription, par exemple, il y en a 3, celui de Sorbier, celui de Saint-Chamond et celui de Rive-de-Gier, qui regroupent tous les adhérents des communes aux alentours et des communes principales, qui permet aussi le dialogue un petit peu avec l'ensemble de la population. Et comment était comment s'est déroulée la désignation des candidats? Alors, Emmanuel Macron a fait l'appel aux candidatures. Donc, il a fait un rappel aux femmes en particulier, donc, parce qu'il n'y avait que 15% de femmes qui avaient postulé au premier appel. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais déposé ma candidature. Il s'agissait d'envoyer un CV, une lettre de motivation, une description du territoire et de la situation politique du territoire. Ensuite, il y a eu un entretien qui s'est déroulé au téléphone pendant 1 heure, pour ma part. Avec qui? Avec un responsable de la commission, un des responsables de la commission. Donc, qui posait énormément de questions, comme un entretien d'embauche, finalement. Donc, énormément de questions sur ma capacité de comprendre de quoi il s'agissait en termes de mission de député, sur ma capacité à assumer aussi l'investissement financier, sur ma capacité à connaître ma circonscription. Et à partir de là, les annonces ont été faites le 11 mai pour les candidatures. Et ça veut dire que le comité de la Loire avait son mot à dire ou pas du tout? Alors, à ma connaissance, le référent départemental, effectivement, donnait un avis, pas un avis, on va dire qu'il disait, il montrait qui sont les gens qu'il a vus sur le terrain et ceux qu'il n'a jamais vus sur le terrain. Voilà. Après, je ne peux pas parler à sa place et ce qu'il a fait exactement. On a vu notamment dans la Loire des gens qui ont rejoint En Marche, qui sont candidats pour ces législatives, qui n'étaient pas très loin du Parti socialiste. Est-ce que du coup, ça fait une guerre avec les socialistes de la Loire? Alors, moi, je ne vais pas parler à la place des autres candidats. Moi, je suis issue totalement de la société civile et j'ai jamais été engagée en politique auparavant, ni militante, ni encartée. Donc, après, en ce qui concerne le reste des candidats de la Loire, il y en a aucun, à ma connaissance, qui a eu un poste politique. Et quand on s'engage pour être député, est-ce qu'on est là pour ramener des idées nouvelles dans la 3e circonscription, pour faire bouger les choses, j'ai presque envie de vous dire de faire sortir les sortants, ou est-ce qu'on va être dans la ligne du gouvernement et on va suivre comme un bon soldat ce qui va être décidé à Paris? Alors, en ce qui concerne le programme d'Emmanuel Macron, c'est nous qui l'avons construit depuis le départ, à travers justement ces comités locaux. Nous avons travaillé sur les thématiques au fur et à mesure, comme je vous disais, c'est les jeunes avec Macron qui ont commencé. Et donc derrière, on a travaillé à l'intérieur des comités au fur et à mesure que les thématiques nous étaient posées. On travaillait en expression libre, c'est-à-dire qu'on donnait notre avis collectif à chaque fois. Donc aujourd'hui, je ne me sens pas suivre le programme comme un petit soldat, puisque c'est en partie moi qui l'ai construit avec mes concitoyens. Pour le reste, effectivement, ça change notre vision des choses, change la politique habituelle. On n'est plus en bisbille, ni gauche, ni droite, ni l'un, ni l'autre, ou l'un et l'autre. On est aujourd'hui dans le rassemblement, dans le bon sens populaire. Ce qu'on est en train de faire au niveau national, c'est ce que toutes les mairies de France ou presque font depuis toujours, rassembler les personnes volontaires qui sont d'accord sur un projet. Et c'est notre cas aujourd'hui. Une autre question qui me vient à l'instant, c'est... vous qui venez de la société civile, quand vous avez affaire à vos concurrents, j'allais dire, qui sont des professionnels un peu de la politique, est-ce que vous êtes vu différemment, ou est-ce que tout est effacé, on repart de zéro? Alors, bon, c'est pas à moi d'en juger de comment je suis vue. En tout cas, les gens que je rencontre, que ce soit dans mes réunions publiques... Non, mais je parle des politiques qui sont contre vous. Notamment au cours de débats ou au cours de rencontres. Je pense qu'ils partent exactement du même principe que les partis historiques au niveau national. Emmanuel Macron n'a pas été pris au sérieux jusqu'à ce qu'il soit élu. Donc aujourd'hui, je pense que au niveau local, on est sur les mêmes problématiques et les mêmes questionnements. C'est-à-dire que je ne suis pas prise au sérieux tant que les Français ne se sont pas prononcés. Surtout, vous êtes dans une circonscription où le député en place est là depuis 5 mandats, je crois. 6.
6. 6. Donc il doit avoir vraiment une habitude du terrain, il doit vous juger un peu hors champ, quoi, non? Ah bah, absolument. Et puis, je le conçois. Ça fait pas 28 ans que je suis sur le terrain et que j'arpente toutes les communes de la circonscription. C'est une évidence puisque je n'ai que 32. Sinon, j'aurais dû commencer à 4 ans. Mais cette lacune de représentativité, j'en suis consciente. C'est pas une lacune, c'est seulement un regard différent, quoi. C'est peut-être ce qu'il faut mettre en avant, justement. Aujourd'hui, moi, j'aborde les choses avec ma nouveauté et ma fraîcheur. Moi, quand je vais vers les gens et quand je rencontre des gens sur les marchés ou dans les associations, voilà, j'ai mon approche, en fait. On n'a pas de script, on n'a pas d'éléments de langage. On nous a vraiment laissé libre. Alors, c'est un petit peu inquiétant parfois, mais on est libre de notre parole et de notre vocabulaire. On n'est pas formaté. Vous parlez d'inquiétude. Est-ce que c'est pas inquiétant justement d'être élu, d'arriver à l'Assemblée nationale sans jamais avoir fait de politique, sans savoir un peu les codes? Il y a une première fois à tout. Monsieur Rocheblon quand il a été élu la première fois, il n'avait jamais exercé de mandat. Donc, il faut pas se mettre de barrière. Je pense qu'à partir du moment où on est dans le dialogue avec le terrain, qu'on est issu du terrain, on a forcément quelque chose à apporter au niveau national. Et quand vous êtes, vous êtes jeune, vous arrivez en politique, vous avez plein d'idées fraîches. Est-ce que vous pensez que vous allez faire bouger les choses? Est-ce que vous allez y arriver? Ou comme tous les politiques qui sont là depuis des années, il y a une sorte de blocage parce qu'on nous dit il y a l'Europe, il y a ci, il y a ça, ça va être con. Est-ce qu'on a vraiment cette volonté, allez, on va le dire, de renverser les tables? Alors, on va pas faire non plus une révolution. C'est pas le but. Le but, c'est de faire avancer les choses et arrêter les blocages permanents parce que la gauche et la droite ne sont jamais d'accord et qu'on n'arrive pas à faire les bonnes réformes. Donc aujourd'hui, on a un programme, un projet, une vision. En ce qui concerne l'international, Emmanuel Macron a montré sa capacité à s'imposer sur la scène internationale, que ce soit avec nos partenaires européens, les États-Unis ou la Russie. Donc, je ne m'inquiète pas pour cette partie-là. Et au niveau national, on a énormément de choses à faire. Nos réformes, à mon sens, sont équilibrées et on peut faire prospérer et rendre l'enthousiasme aux Français qui a été perdu depuis 10 ans au moins. Alors moi, j'ai reçu plusieurs politiques et je me suis posé la question en les écoutant. On dit qu'avec Emmanuel Macron, il n'y aura plus de droite, il n'y aura plus de gauche. Mais si à l'Assemblée nationale, on a 400 députés qui sont en marche, est-ce que le bloc gauche-droite ne va pas se recréer à l'intérieur d'En Marche? Alors, il n'y a pas de raison, à mon sens, parce qu'on a tous signé le contrat avec la nation, le contrat dans lequel Emmanuel Macron s'est engagé. Donc, je ne vois pas de place pour les frondeurs chez nous, sincèrement. Ça veut dire que vous allez penser tous la même chose? Pas penser tous la même chose, apporter notre pièce à l'édifice autour d'un projet que nous avons construit tous ensemble. Pour revenir au mot frondeur, c'est amusant parce que vous dites frondeur, on a l'impression que c'est un gros mot, mais si vous avez un président qui est élu sur un programme et qui fait une politique qui est complètement différente, est-ce que vous allez le suivre? Parce que les frondeurs du PS étaient contre la politique amenée François Hollande alors qu'il avait dit le contraire, notamment lors de ses discours de campagne. Je le conçois. Maintenant, encore une fois, on a une vision, on a un projet. Il peut parfois devoir s'adapter en fonction de la conjoncture. Il faut en être conscient. Demain, on a des choses qui évoluent sur la scène internationale. On aura certainement besoin de s'adapter. Donc, changement radical, effectivement, on ne va pas faire une politique radicalement différente demain. En ce qui concerne le PS, c'est pas à moi d'en juger de leurs difficultés internes d'organisation. Non, mais c'est comme vous avez dit frondeur, j'avais l'impression que c'était un peu un gros mot. Oh, les frondeurs, il y en a aussi à droite, vous savez, ceux qui... Non, mais c'est l'avantage d'une démocratie. Vous parliez de la Russie où il y avait un parti unique. On a la chance d'être dans une démocratie où on peut s'exprimer, donc c'est bien de dire quand on n'est pas d'accord, même si on est dans le même parti, non? Tout à fait. Maintenant, il faut être cohérent avec le fait que pour réussir, on a besoin d'un certain nombre de réformes. Et ces réformes-là, aujourd'hui, on les a portées sur notre programme. Si demain c'est pour s'y opposer, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait tout ce boulot au préalable, quoi. Mais toute la France est d'accord pour les réformes. Mais la question, c'est par le bas ou par le haut? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire si on réduit les droits des gens ou on leur accorde de la justice, j'allais vous dire. Mais le programme est équilibré à mon sens. On libère effectivement l'économie pour
créer de l'emploi, pour inciter les gens à entreprendre en leur donnant de nouveaux droits, notamment le chômage pour tout le monde, que ce soit qu'on soit indépendant, aux fonctionnaires, salariés, aux professions libérales. C'est pas le chômage pour tout le monde qu'il faut, c'est le travail pour tout le monde. Non, mais ça c'est sûr. Mais avoir des garanties, ça permet aussi d'entreprendre avec, en ayant moins de risques. Ça veut dire qu'En Marche, c'est un peu le parti du bon sens? Tout à fait, absolument, Donc- le bon sens. Donc vous êtes motivé et prête donc pour ce mandat de député? Oui, je pense que quand on postule pour une mission, il faut anticiper la réussite comme d'ailleurs la non-réussite. Une dernière question avant de faire notre pause musicale et revenir sur votre programme. Vous êtes, tout à l'heure, vous parlez de la situation internationale. Vous êtes d'origine russe, vous l'avez dit, même ukrainienne, puisque maintenant c'est deux pays différents. C'est tout à fait ça. Est-ce que ça vous influence aussi au niveau des idées quand on regarde? Nous, on a un regard franco-français, comme on dit. Est-ce que vous avez un regard différent, notamment, puisqu'on peut le préciser, hein, l'Ukraine est encore un peu en guerre avec l'URSS, enfin la Russie, à certains endroits. Est-ce que ça vous influence dans vos réflexions et dans l'avenir? Encore une fois, j'ai quitté mon pays d'origine à l'âge de 14 ans, donc en termes politiques, j'ai pas eu de construction de mon pays d'origine. Je me suis construite, j'ai construit mes opinions ici en France à travers ce que j'ai vu. Maintenant, je pense pas être influencée par mes origines sur ma façon de voir les choses. Donc c'est vraiment un regard français. À mon sens, oui, c'est un regard Avec- français. Même si j'ai un parcours voilà, en France, j'ai vécu dans ce qu'on appelait les UP auparavant. Maintenant, je suis propriétaire, donc j'ai une vision de la France populaire comme de la France qui réussit, mais je ne pense pas être influencée par mon pays d'origine. Donc il vous manque que le béret et la baguette. On va faire une petite pause détente, on va écouter de la musique. Je vous avais demandé de choisir un titre et vous m'avez dit il y en a tellement et puis ça peut plus passer en radio. Quels sont vos goûts un peu à vous? J'aime un peu tout. J'aime le jazz, j'aime le rap, j'aime tout ce qui faut. Voilà, j'aime beaucoup de choses. C'est très difficile de choisir. Vous êtes éclectique. je pense. Bonjour, je suis Jean-Claude Charvin. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Un retour dans Rendez-vous avec, et à l'instant c'était Jean-Claude Charvin, le maire de Rive-de-Gier. Est-ce qu'on peut vous poser la question, Valéria? Est-ce que Jean-Claude Charvin vous soutient? Tout à fait. Monsieur Charvin a apporté son soutien tout de suite après l'élection présidentielle à tous les candidats de En Marche pour les élections législatives parce qu'il est cohérent et il estime qu'il ne faut pas bloquer le pays en ne donnant pas la majorité à Emmanuel Macron. Pourtant c'est quand même paradoxal, il est quand même du côté de M. Rochebonne un peu, je pense, non, politiquement? Je crois qu'il n'a plus de cartes. Il a D'ailleurs, plus de cartes. il est libre Il est libre. de ses paroles. Il est libre, Max. Maintenant, il est libre aussi parce qu'on est dans une démocratie de choisir les candidats. Il n'a pas hésité à accorder sa signature à Monsieur Poutou pour qu'il ait le droit de s'exprimer. Donc C'est vrai qu'avec ce nouveau mouvement, cette nouvelle façon de faire de la politique, tout a explosé. Effectivement, les choses ont changé, mais je pense que les Français aspiraient aussi à un changement et à un rassemblement et qu'ils avaient marre des bisbis d'une part et d'autre part de l'entre-soi. Donc déjà, la moralisation de la vie politique, cette nouvelle loi va faire du bien à un non-cumul des mandats qui a déjà été acté, plus ce que M. Bayrou souhaite rajouter, permettra de renouveler de toute manière. Quelles sont les autres personnalités de votre circonscription qui vous soutiennent? Alors, il y a mis à part le maire de Rive-de-Gier. Il y a Monsieur Gérard Manet, qui est maire de Tartarin, qui se préside maintenant le comité de soutien. Il y a Monsieur le président de Rhino Jazz, Jean-Paul Chazalon, tout à fait, qui avait apporté son soutien. Voilà. On va faire un petit rappel aussi à noter pour les électeurs dimanche, c'est que les bureaux sont ouverts de 8h à 18h et non pas jusqu'à 19h, donc il faut bien y aller avant 18h. Sinon il y aura un deuxième tour, mais peut-être que votre candidat ne sera plus là. Vous savez d'ailleurs la règle pour être au deuxième tour? Absolument, donc il faut faire 12,5 des inscrits. Et avec l'abstention qui a déjà été très forte il y a 5 ans pour les législatives, ça va être compliqué, effectivement.
Il n'y a pas de sondage qui tourne sur la troisième circonscription. C'est pas un peu ce qui. Je crois pas qu'il y ait de sondage de fait. Il y a des projections qui ont été faites par les personnes qui avaient repris donc les élections d'il y a 5 ans, plus en cumulant avec les résultats du premier tour des présidentielles. Mais Bon, vu c'est que des tout a explosé, ça va être compliqué. Voilà, c'est des projections, ça n'a rien à voir avec un sondage réel où on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et vous êtes vraiment là pour la gagne. Évidemment, puisqu'il s'agit de donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron et il s'agit de porter un projet que je soutiens. Alors, on va en parler de ce projet en 5 priorités, parce que je vois ces 5 priorités. Quelles sont les 5 priorités de votre mandature si vous êtes élu? Alors, tout d'abord, l'emploi. Ces 5 priorités ont été élaborées avec nos adhérents. J'ai consulté tous les adhérents de la 3e circonscription et c'est eux qui ont sollicité mon soutien là-dessus. Donc, aux priorités, l'emploi. On a un chômage qui est assez important dans le front de vallée d'ailleurs. Cependant, on a des postes à pourvoir. Donc, il faut une certaine cohérence entre le marché du travail et la formation qu'on propose, que ce soit pour les personnes les plus éloignées de l'emploi ou pour nos jeunes. Il faut aussi attirer des nouvelles entreprises dans la vallée, peut-être de plus petite taille. Il ne faut pas oublier notre histoire et notre passé industriel. Mais il faut aussi regarder vers l'avenir et travailler sur les nouvelles créations, inciter les nouveaux arrivants. Vous avez parlé de formation, on n'a pas l'impression que ça fait des années qu'on parle de formation et qu'on est toujours un déséquilibre entre les offres et les demandes. Comment on fait pour y remédier? On fait des vraies formations qui sont concrètes ou alors on continue de faire des formations qui sont entre guillemets bidons? Alors, ce qui est important à mon sens, c'est de reprendre de la cohérence, c'est-à-dire de créer des commissions départementales qui feront travailler les représentants du monde économique et les représentants de la formation, les écoles, les lycées, les écoles privées, les centres de formation, pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qui est important et ce qui ne l'est moins sur notre territoire. Je pense qu'au niveau du département, ça permettrait de donner une meilleure visibilité sur les emplois à pourvoir. Voilà. Pour être complémentaire avec la formation, il y a un élément aussi essentiel dans votre programme, c'est l'éducation. Tout à fait. Tout d'abord, il faut repartir depuis le départ. Nos enfants sortent de l'école primaire et pour certains, sans avoir acquis les fondamentaux. Lire, écrire, compter, ça doit être... on ne doit pas pouvoir passer en 6e sans ça. Il y a des endroits où il y a des difficultés par l'environnement. Donc, pour ces zones-là, donc repérer plus, il faut absolument diviser les classes pour avoir un travail plus individualisé, on va dire, pour les enfants, afin qu'ils acquièrent ces fondamentaux indispensables. Ça veut dire qu'on va recruter des enseignants sur la 3e circonscription? Oui, évidemment. Il est prévu de recruter les enseignants supplémentaires, les former et les récompenser aussi avec des primes particulières. Et on les recrute pour septembre ou on les recrute pour dans 3 ans? Alors, on va tout d'abord diviser les classes par 2 dès septembre. Emmanuel Macron avait prévu ça. Il y a des professeurs en formation déjà qui ont été embauchés il y a quelques temps, donc qui finissent de se former. Donc il faudra faire des nouvelles embauches, effectivement. Ça veut dire qu'on aura assez de locaux aussi si on partage les classes en 2? Alors ça, il faudra effectivement inciter et aider les municipalités à faire le nécessaire là-dessus. Parce que le problème de la politique, c'est qu'on prend des décisions, mais tant qu'elles soient mises en place, c'est comme la formation, entre le moment où on forme les gens, où le poste il est peut-être plus disponible, là c'est pareil, s'il faut des salles de classe en plus, il va peut-être falloir des années pour les avoir, ces salles de classe en plus. Je pense qu'on a suffisamment traîné pour ces choses-là. On est d'accord. Il faut aller vite, agir vite. Il faut régler l'emploi et l'éducation. Ces questions-là doivent être réglées très rapidement. On ne va pas attendre la fin du quinquennat pour dire on a essayé et on n'est pas arrivé. C'est des choses qui doivent être faites très rapidement. Emmanuel Macron à travailler sur le sujet en termes économiques. Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à inciter financièrement les mairies à réagir rapidement.
Ça veut dire donc on est concret. En septembre, les classes, elles sont divisées par 2 à peu près. C'est la volonté sur les zones de repère plus. D'accord. Donc, et pour ce qui est de ça, c'est c'est toutes les classes ou c'est juste l'école maternelle, c'est juste l'école primaire, c'est juste l'école, les collèges? Alors, CP et CE1 principalement pour l'école primaire, tout à fait. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les collèges sont gérés par le département et les lycées par la région. Comment l'État il va y régler un peu tout ce micmac administratif? Ça va bouger dans ces niveaux-là aussi? Alors, en ce qui concerne les affiliations, je ne pense pas qu'on va changer ça du jour au lendemain. Maintenant, effectivement, il faut inciter les rectorats, et le département et les régions à travailler plus main dans la main. En harmonie? En harmonie et être cohérent parce que on souhaite aussi que les collèges et les lycées fassent des études dirigées, donc qu'ils ouvrent leurs portes pour que les jeunes puissent être encadrés pour leurs devoirs et on ne crée pas l'échec par le renvoi des jeunes chez eux après la classe, quoi. Vous avez dit tout à l'heure que c'était intolérable, c'est peut-être pas le mot, mais que c'était intolérable que des jeunes arrivent en 6e sans maîtriser les bases. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des personnes qui ne maîtrisent pas? On les fait redoubler indéfiniment? On peut pas faire redoubler indéfiniment, ça c'est une évidence. Maintenant, il faut être plus efficace du premier coup. Donc, le redoublement, il peut être nécessaire, mais il faut surtout être efficace depuis le départ, au lieu de mettre en échec depuis le départ un jeune. Parce que derrière, pour le remotiver, ça va être très compliqué. Très bien, donc on verra ça au mois de septembre pour les classes qui seront dédoublées. Troisième point, c'est la sécurité. Ça aussi, c'est quelque chose que les Français réclament beaucoup. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans la 3e circonscription si vous êtes élu? Alors, tout d'abord, au niveau national, on va faire embaucher 10 000 policiers et gendarmes en plus. Donc, il y aura des créations de postes qui se feront sur la 3e circonscription. C'est une évidence. Quel délai? Je n'ai pas l'agenda, par contre. Je ne suis pas encore élue et je n'ai pas encore le contact avec les ministères en question. Donc, je ne peux pas vous donner l'agenda parce que de toute façon, il faut les former. Parce que nos policiers sont fatigués avec l'état d'urgence, avec l'actualité. Il leur faut du soutien physique et matériel. Ils font un travail remarquable. On leur demande énormément. Donc, ces embauches sont indispensables. En ce qui concerne le reste, encore une fois, la politique nationale va venir aider notre circonscription dans la démarche de la sécurisation. Ce que j'entends par là, c'est qu'on souhaite mettre en place les amendes pour incivilité qui rendent la vie impossible à nos concitoyens et qui donnent un sentiment d'insécurité, parce que c'est pas dans les statistiques les incivilités. Il y a aussi la problématique du multirécidivisme. Toutes les peines doivent être exécutées à partir de maintenant. C'est notre souhait. Il faut être ferme là-dessus. Et il faut aussi la proposition qu'on fait d'ailleurs, c'est l'éloignement pour les multirécidivistes de leur quartier de prédilection où ils pourrissent la vie de leurs voisins. J'ai entendu l'histoire des amendes. Comment on fait pour les délinquants qui sont insolvables? Ça, c'est comme les... Quelqu'un qui est délinquant, souvent, c'est vrai que c'est pas tolérable, mais quelqu'un qui est dans la misère, on le fait comment pour lui faire payer des amendes? Comment on fait on le met en prison et on lui met des coups de marteau sur la tête? On n'en est pas là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sort des phrases, mais dans le concret, c'est difficile à les voir, quoi. Oui, mais c'est difficile partout. Ceux qui prennent le train sans payer et qui ne sont pas solvables, c'est difficile aussi. Ceux qui prennent la voiture sans être solvables, c'est compliqué. Ça ferait des emplois en plus. Non, mais ça changera rien dans la solvabilité du délinquant. Donc, vous me posez la question là-dessus. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Mais à un moment donné, tant que c'est possible, il faut inciter les gens à être respectueux envers le mobilier urbain, envers leurs concitoyens, envers leur république. Et en partie, ça peut passer par le portefeuille. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez peur du Front National dans la 3e circonscription. Justement, si tous ces petits éléments concrets ne changent pas en 5 ans, il y aura une grosse déception aussi. Qu'est-ce que vous entendez par des petits éléments concrets? C'est là l'histoire des amendes, faire payer des amendes à des gens qui sont insolvables. Ils ne les payeront pas, donc on ne changera pas le problème.
Vous avez des propositions à nous faire? Moi, je suis preneuse. Ah, mais moi, je suis pas politicien. Moi, je pose juste Je des ne suis questions. pas politicienne non plus, parce que je suis candidate aujourd'hui et je porte un projet dans lequel je crois. Maintenant, on ne peut pas avoir réponse systématiquement à tout. Il y a des problématiques, effectivement, de solvabilité, mais comme elles se posent encore une fois aujourd'hui, je vous le dis, dans le fraude des transports, dans la circulation automobile. Enfin, c'est des questions. Non, Après, mais on redonne du pouvoir d'achat aux gens. Donc, c'est juste pour vous c'est dire pas que pour les- il y a une grosse attente de Mm. même des gens qui n'ont pas voté Emmanuel Macron, qui Mm. sont d'accord aujourd'hui pour le soutenir. Il y a une grosse attente. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur que si dans 5 ans, ça n'a pas vraiment bougé, il y aura aussi une grosse déception? Mais c'est pas une peur, j'en suis totalement consciente. Je suis totalement consciente du fait que les 66%, c'était pas de la totale adhésion du fait qu'on soit tout neuf et que notre projet surprend et notre façon de faire surprend et qu'on a intérêt effectivement de réussir à redonner du pouvoir d'achat, redonner de la vitalité, de la positivité à nos concitoyens pour qu'ils ne partent pas dans les extrêmes par dépit. Oui, je vous titille un petit peu. 4e point, la santé. Quels sont les engagements pour la santé? Alors, il y a deux choses sur la santé qui me tiennent particulièrement à cœur. Étant moi-même dans les assurances, je le vois tous les jours. La difficulté pour nos seniors, parce que avec la loi qui a généralisé la mutuelle d'entreprise, les salariés n'ont plus cette problématique-là. La difficulté pour nos seniors qui prennent leur retraite, c'est de se retrouver à devoir payer la mutuelle en sa totalité d'une part, et d'autre part avec la complexité des différentes offres qui ne s'expriment pas dans les mêmes termes. Donc là, il faut absolument simplifier ça. Et c'est une assureur qui parle. Il faut simplifier pour que l'offre soit plus claire d'une part. D'autre part, il faut que les remboursements dentaires, optiques, auditifs deviennent décents. Donc ça sera une négociation entre la sécurité sociale et les mutuelles. Il faut aussi anticiper la dépendance qui devient le mal du siècle. Hein. La population est vieillissante et il faut qu'on travaille là-dessus en termes d'aide, en termes de soutien pour les aidants, parce que c'est un travail important, et en termes d'infrastructure. Les Français se plaignent beaucoup qu'il y ait trop de fonctionnaires et se plaignent également qu'il y a de moins en moins de services publics. Encore un des paradoxes français. Qu'est-ce que vous proposez sur votre circonscription pour maintenir les services publics, notamment les postes? Alors, la Poste étant privatisée aujourd'hui, on n'a pas forcément la possibilité d'agir dessus. On peut inciter les bureaux de poste à rester ou en tout cas leur proposer un travail collaboratif avec d'autres services pour éviter qu'il y ait une désertification, que ce soit de nos communes rurales ou même de nos communes urbaines, pour que les services publics, les commerces retrouvent la clientèle nécessaire pour leur fonctionnement. Il faut qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français. Il faut qu'on rénove et qu'on reconstruise dans nos communes, notamment Saint-Chamond et Rive-de-Gier, qui perdent leur population tous les ans au profit de la périphérie. Il faut qu'on déconstruise certains immeubles des années 30, qu'on rénove ceux qui sont très gourmands en énergie pour faire revenir les familles de classe moyenne à pouvoir d'achat dans les centres-villes pour que nos services publics et nos commerces fonctionnent. Quand vous dites redonner du pouvoir d'achat, est-ce que c'est en réduisant les impôts? Alors, on s'est engagé à réduire l'impôt une fois qu'on aura trouvé de la croissance. Ça, c'est une évidence. En premier lieu, on redonnera du pouvoir d'achat en diminuant les charges sur le salaire. On enlève la cotisation santé, on enlève la cotisation chômage. On enlève aussi la taxe d'habitation sur 80% des Français les plus modestes. Et tout ce qu'on enlève, on le récupère où? On le récupère sur la CSG. Un point 1,7 de plus sur la CSG. On enlève de la main gauche et on reprend par la main droite. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais l'assiette sur laquelle on prend n'est pas la même. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait des années qu'on tape toujours sur les salariés, toujours sur les mêmes. Pourquoi on a choisi la CSG et pas la TVA? Parce que la CSG va chercher sur les intérêts du capital. Et ça rééquilibre, à mon sens, les cotisations diverses et variées pour pouvoir subventionner notamment la cotisation chômage. Dernier point de votre programme, important pour beaucoup de gens, l'écologie.
Qu'est-ce qui est proposé ? Alors, il faut sortir des énergies fossiles. Il faut devenir raisonnable en termes de consommation, en termes de transport. Il faut prôner les circuits courts, notamment pour nos cantines. On s'est engagé à la fin du quinquennat à atteindre 50% de bio et local en termes de consommation. Il est important de soutenir nos agriculteurs parce que surtout sur la 3e circonscription, on a beaucoup d'agriculteurs, notamment laitiers. Il faut les soutenir à être, d'une part, payer le prix juste pour leur production, d'autre part, à rénover leur structure et les moderniser pour qu'ils soient les moins consommateurs d'énergie. Je fais une parenthèse pour souligner que le 22 juin, l'avant-dernière émission de Rendez-vous avec, on aura ici à votre place Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne qui viendra nous parler de tous ces producteurs, de ces agriculteurs qui sont dans votre 3e circonscription. On termine avec une question qui n'est pas nationale mais qui est bien locale. Quelle est votre position sur l'A45 ? C'est une question qui revient Et là, très vous me souvent. répondez, je m'en fous, je prends mon vélo. Pas du tout. Non, il faut désenclaver la 3e circonscription, la vallée de Gier. Il faut une alternative à la 47, c'est une évidence. Elle est dangereuse, elle est polluante, avec la falaise de Corbert qui s'effondre. Sans bande d'arrêt d'urgence, on roule à 70. Enfin, c'est pas gérable. Aujourd'hui, on a besoin d'une alternative. Ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est pourquoi cette remise systématique en question depuis plus de 30 ans de la A45, de ce projet qui aujourd'hui est acté et financé et qui est sur le bureau du Conseil de l'État. Pour moi, c'est pas dans ces termes-là que la question se pose. Si le Conseil d'État finit par signer cette A45 tant attendue, ce qu'il faudra absolument faire, c'est de travailler sur les aménagements autour de cette autoroute, protéger les communes qu'elle traverse en termes de ponts végétaux. Il faut aussi qu'on travaille sur l'évacuation sur Brignais parce que sur le terrain, que ce soit les Antilles ou les Paux, ils sont tous d'accord sur le fait que la 47 elle n'est pas fonctionnelle, mais aussi que sur Brignais il y aura une vraie question d'aménagement pour que ça ne fasse pas un entonnoir et que ça ne nous empêche pas de circuler. C'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais. Pour finir, une question que je n'ai pas posée, c'est au niveau des associations et puis tout ce qui est sportif, est-ce que les choses vont changer si vous êtes député dans la 3e circonscription ? On a de belles associations sportives sur la 3e circonscription, notamment le basket, pour ne pas le citer. Le vélo aussi est très, très répandu chez nous. Donc, je pense qu'on va continuer comme ça. Ils sont déjà très, très bons. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Il est important d'aller voter. Il ne faut pas s'abstenir. Le travail a été certes fait en partie sur la présidentielle, mais il faut aussi donner son avis sur les questions législatives et donner une majorité à l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Du coup, ça m'amène une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du vote obligatoire ? La démocratie, c'est justement le choix d'aller ou de ne pas aller. On incite les gens à aller voter, mais je ne pense pas que le vote devrait être obligatoire. Très bien, mais écoutez, on vous souhaite bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup. Et puis on espère que vous reviendrez nous voir si vous êtes élu député. Même si je ne suis pas élu. Vous venez quand... écoutez, l'année prochaine, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple. On casse l'émission en deux. On va faire rendez-vous avec la politique et on fera une autre émission qui ne sera pas de la politique. Donc si vous êtes élu, vous venez d'un rendez-vous avec la politique. Si vous n'êtes pas élu, vous viendrez dans mes meilleures années. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup et puis à bientôt. Et nous, on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain. Bonjour, rendez-vous avec les acteurs de la vie nigérienne, c'est toutes les semaines, le jeudi à 18h et le vendredi à 11h sur Loire FM. D'autre part, il faut que les remboursements dentaires, optiques, auditifs deviennent décents. Donc ça sera une négociation entre la sécurité sociale et les mutuelles. Il faut aussi anticiper la dépendance qui devient le mal du siècle. La population est vieillissante et il faut qu'on travaille là-dessus en termes d'aide, en termes de soutien pour les aidants, parce que c'est un travail important, et en termes d'infrastructure. Les Français se plaignent beaucoup qu'il y ait trop de fonctionnaires et se plaignent également qu'il y a de moins en moins de services publics.
encore un des paradoxes français. Qu'est-ce que vous proposez sur votre circonscription pour maintenir les services publics, notamment les postes? Alors, la Poste étant privatisée aujourd'hui, on n'a pas forcément la possibilité d'agir dessus. On peut inciter les bureaux de poste à rester ou en tout cas leur proposer un travail collaboratif avec d'autres services pour éviter qu'il y ait une désertification, que ce soit de nos communes rurales ou même de nos communes urbaines, pour que les services publics, les commerces retrouvent la clientèle nécessaire pour leur fonctionnement. Il faut qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français. Il faut qu'on rénove et qu'on reconstruise dans nos communes, notamment Saint-Chamond et Rive-de-Gier, qui perdent leur population tous les ans au profit de la périphérie. Il faut qu'on déconstruise certains immeubles des années 30, qu'on rénove ceux qui sont très gourmands en énergie pour faire revenir les familles de classe moyenne à pouvoir d'achat dans les centres-villes pour que nos services publics et nos commerces fonctionnent. Quand vous dites redonner du pouvoir d'achat, est-ce que c'est en réduisant les impôts? Alors, on s'est engagé à réduire l'impôt une fois qu'on aura trouvé de la croissance. Ça, c'est une évidence. En premier lieu, on redonnera du pouvoir d'achat en diminuant les charges sur le salaire. On enlève la cotisation santé, on enlève la cotisation chômage. On enlève aussi la taxe d'habitation sur 80% des Français les plus modestes. Et tout ce qu'on enlève, on le récupère où? On le récupère sur la CSG. Donc on enlève 1,7 de plus sur la CSG. On enlève de la main gauche et on reprend par la main droite. Alors oui, je suis d'accord avec vous, mais l'assiette sur laquelle on prend n'est pas la même. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait des années qu'on tape toujours sur les salariés, toujours sur les mêmes. Pourquoi on a choisi la CSG et pas la TVA? Parce que la CSG va chercher sur les intérêts du capital. Et ça rééquilibre, à mon sens, les cotisations diverses et variées pour pouvoir subventionner notamment la cotisation chômage. Dernier point de votre programme, important pour beaucoup de gens, l'écologie. Qu'est-ce qui est proposé? Alors, il faut sortir des énergies fossiles. Il faut devenir raisonnable en termes de consommation, en termes de transport. Il faut prôner les circuits courts. Notamment pour nos cantines, on s'est engagé à la fin du quinquennat à atteindre 50% de bio et local en termes de consommation. Il est important de soutenir nos agriculteurs parce que surtout sur la 3e circonscription, on a beaucoup d'agriculteurs, notamment laitiers, et il faut les soutenir à d'une part payer le prix juste pour leur production, d'autre part à rénover leur structure et les moderniser pour qu'ils soient les moins consommateurs d'énergie. Je fais une parenthèse pour souligner que le 22 juin, l'avant-dernière émission de Rendez-vous avec, on aura ici à votre place Laurent Pinatel de la Confédération Paysanne qui viendra nous parler justement de tous ces producteurs, de ces agriculteurs qui sont dans votre 3e circonscription. On termine avec une question qui n'est pas nationale mais qui est bien locale. Quelle est votre position sur l'A45 ? C'est une question qui revient. Et là, vous me répondez, je m'en fous, je prends mon vélo. Pas du tout. Non, il faut désenclaver la 3e circonscription, la vallée de Gier. Il faut une alternative à la 47, c'est une évidence. Elle est dangereuse, elle est polluante, avec la falaise de Corbert qui s'effondre. Sans bande d'arrêt d'urgence, on roule à 70, enfin, c'est pas gérable. Aujourd'hui, on a besoin d'une alternative. Ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est pourquoi cette remise systématique en question depuis plus de 30 ans de la A45, de ce projet qui aujourd'hui est acté et financé et qui est sur le bureau du Conseil de l'État. Pour moi, c'est pas dans ces termes-là que la question se pose. Si le Conseil d'État finit par signer cette A45 tant attendue, ce qu'il faudra absolument faire, c'est de travailler sur les aménagements autour de cette autoroute, protéger les communes qu'elle traverse en termes de ponts végétaux. Il faut aussi qu'on travaille sur l'évacuation sur Brignais parce que sur le terrain, que ce soit les Antillais ou les Paux, ils sont tous d'accord sur le fait que la 47 elle n'est pas fonctionnelle. Mais aussi que sur Brignais, il y aura une vraie question d'aménagement pour que ça ne fasse pas un entonnoir et que ça nous empêche. C'est ce qu'on entend beaucoup. Ouais. Pour finir, une question que je n'ai pas posée, c'est au niveau des associations et puis tout ce qui est sportif, est-ce que les choses vont changer si vous êtes député dans la 3e circonscription ?
On a de belles associations sportives sur la 3e circonscription, notamment le basket, pour ne pas le citer. Le vélo aussi est très, très répandu chez nous. Donc, je pense qu'on va continuer comme ça. Ils sont déjà très, très bons. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot à rajouter? Il est important d'aller voter. Il ne faut pas s'abstenir. Le travail a été certes fait en partie sur la présidentielle, mais il faut aussi donner